Donc on va effectivement donc reprendre sur toujours donc sur le volet des finances sociales. Bon, ça marche pas des masses. C'est une formation. Hein. Ouais, c'est ça. Donc bon, on va de toute façon se lancer parce que sinon on va prendre trop de retard. Donc on va écouter maintenant le docteur Viviane Damien qui est présidente du syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie. Alors pour une intervention sur donc la situation et les perspectives des dépenses de santé avec une vision effectivement donc pratique, une vision pratique. Je ne déflorerai pas le contenu qui est sur une connotation surprise. Je vous donne la parole. Donc, je vais commencer par me présenter, comme ça fera peut-être venir les personnes. Donc, je suis Viviane Damien. Je suis ce qu'on appelle un rat de laboratoire. Je travaille avec un microscope. Je fais des diagnostics des pièces opératoires, des tumeurs. Donc, je suis quelqu'un de l'ombre. Et je suis quelqu'un qui travaille donc avec un microscope, avec l'infiniment petit. Et mon travail, c'est de relier l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et je pense que même si je suis dans une salle obscure, puisque c'est un petit peu sombre chez moi, j'ai un point de vue peut-être décalé, mais large d'une situation du corps médical et de la santé en Nouvelle-Calédonie. Donc je voulais vous parler puisque le colloque nous parle de l'ANC face à la crise des finances publiques, je voulais redéfinir le vocable de crise et de me poser la question de quelle crise il s'agit pour le praticien, pour le médecin, pour le professionnel de santé sur le terrain. Et je parlerai plutôt de ce qui est de la médecine libérale, de ce qu'elle fait au quotidien et des difficultés dans lesquelles elle se trouve. En Nouvelle-Calédonie, qui décide de la santé? C'est une première question qu'on se pose quand on est praticien et qu'on arrive sur le territoire. Donc en Nouvelle-Calédonie, s'il y a le territoire, il y a surtout 3 provinces qui chacune fonctionne avec son système différent, puisque chaque province est compétente en matière de santé. Donc le praticien a à faire face à un patient qui parfois sera ressortissant d'une aide médicale provinciale, qui parfois, s'il a la chance de travailler, reviendra dans un système général et sera géré par la CAFAT. Et au total, on a donc un patient qui est morcelé, qui est découpé selon des moments de sa vie, et qu'un médecin pourra voir ou ne pourra plus voir. Donc un dossier médical qui sera découpé en fonction des institutions dans lesquelles circulera le patient. En Calédonie, le médecin libéral a surtout affaire à la CAFAT, puisque pour fonctionner, pour travailler, nous signons, nous sommes gérés par une convention des médecins. Et pour cela, l'unité qui s'occupe de nous s'appelle la cellule gestion du risque. On est des partenaires d'un système social, mais on est géré par un terme un petit peu malheureux qui a l'art d'irriter certains praticiens. La Calédonie, qui gère sa réglementation, a plusieurs choix. Donc, ou bien elle fait, comme il vous a été exposé, de copier un modèle différent, d'ailleurs, et ce sera notamment la France. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ici, en matière de conventionnement,
de nomenclature. Même si le système vient du système métropolitain, tout n'a pas été accepté, tout est discuté, et on a souvent des pratiques qui sont de la recette locale, avec des résultats pas toujours satisfaisants. Et là, je vais vous parler un petit peu de la longue maladie. La longue maladie est gérée par un fonctionnement qui est... je suis stressée, donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi. C'est un fonctionnement qui est nouveau, où on déterminera un panier de soins à respecter pour le patient, mais qui fabrique un système où on norme une pathologie dans un nombre d'actes, quel que soit le patient que l'on a en face de soi. Et cette pratique génère deux effets difficiles. C'est le premier, que certains patients ont besoin de plus d'actes que ce qui a été prévu. Et de l'autre côté, que si le protocole de soins fabriqué pour le patient n'est pas totalement alloué, c'est-à-dire si le médecin n'a pas eu besoin de tous les actes, il lui est reproché de ne pas avoir donné ce qui était nécessaire à son patient. Je me mélange les pinceaux, je suis désolée. Donc, en Nouvelle-Calédonie, pour la régulation des médecins, on a affaire à une régulation de maîtrise comptable depuis 1993, en se disant que pour diminuer les coûts de santé, il fallait simplement diminuer l'offre de soins. Donc, on est sur un système d'installation qui n'est pas libre, contrairement à d'autres endroits. Et en parallèle, la régulation est, comment je dirais, assortie d'une... je suis désolée. D'une nécessité de former des médecins de Calédonie en France. Et l'hôpital de rattachement qui a été choisi pour cela, c'est la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière, c'est une institution très compétitive qui forme surtout des médecins spécialistes. Donc, sur la Calédonie, on a besoin de praticiens qui soient des omnipraticiens, des médecins généralistes. Et le fait d'avoir choisi une filière très élitiste pour notre territoire nous donne une optique difficile, parce que les temps changent. Comme sur le tableau, vous voyez un tableau de l'Ordre des médecins national qui montre la variation des choix de pratiques. Et en 1997, on voit un changement radical d'exercice. La médecine libérale n'attire plus énormément, et c'est la médecine publique qui prend le relais. Mais pour pouvoir avoir une médecine de santé publique, on a besoin de capitaux importants. C'est un système qui nécessite un H24, d'une médecine de pointe, des blocs opératoires. Et le fait de faire des choix de santé publique un petit peu démesurés, notamment à notre goût, le Medipôle qui a été conçu il y a de très nombreuses années et n'a pas tenu compte d'une modification qui s'est faite entre-temps de l'hospitalisation
parce que actuellement on fabrique des systèmes beaucoup plus petits qui mettent en avant la favorisation de l'hospitalisation à domicile, qui nécessite donc des structures petites, légères. Et à mon avis, la capture des finances publiques nous donne un favoritisme sur le collectif public, et le système libéral se débrouille avec ce qu'il peut avoir. Je m'explique autrement. Dans la nomenclature des actes médicaux, donc comment sont rétribués les médecins, les actes sont gérés par une nomenclature générale qui date de plus de 17-20 ans, qui est appliquée en Calédonie, sauf dans les hôpitaux où la cotation des actes se fait effectivement par la CCAM, c'est-à-dire une pratique qui est modifiée chaque fois que la technologie avance pour que le prix payé aux praticiens ou à la structure soit correct par rapport aux avancées de la médecine. Actuellement, le fait de ne pas avoir de cette cotation pour le système libéral oblige les praticiens à fonctionner avec un catalogue d'examens extrêmement petit, non adapté, et des actes modernes, très spécifiques, ne sont plus payés à leur juste prix aux praticiens libéraux. Et cette différence de traitement toujours entre le libéral et le salarié crée une grogne qui monte en crescendo parce que on prête un soin et des capitaux beaucoup plus importants en faisant supporter des charges autres au libéral. Je vous explique pourquoi je vous le montre comme ça. Le fait que le système public, je vais vous montrer là, soit pléthorique, avec des coûts architecturaux, des coûts de personnel et de structure importants, et surtout une démesure, suscite beaucoup de complexification du trajet de soins, et le personnel même de ces structures est obéré par une complexification. Et par exemple, depuis que le Medipôle a ouvert, on voit un absentéisme qui a été multiplié par 4. On voit un système qui en fait se complexifie, comme je vous le montre ici sur mon petit schéma très résumé. Et l'application de modèles très gros fabrique en soi-même un écrasement des résultats. Je vous ai pris cette photo qui est tirée d'un livre d'Olivier Rey. Olivier Rey est un enseignant en mathématiques à Sciences Po et en philo à la Sorbonne. Et dans son essai « Question de taille », il explique très bien, et notamment avec la santé, que la proportion de certaines structures sont en elles-mêmes délétères au fonctionnement. Et si des choses fonctionnent à une certaine taille, en multipliant cette taille et ces mêmes proportions, on peut arriver à des éléments dysfonctionnants. Les constructeurs de ponts le savent très bien, les calculs qui sont faits pour des portances ne peuvent pas s'appliquer selon les mêmes formules d'échelle pour le multiplier. Face à ce système dotant un peu majestueusement
le système public, vous allez voir, je vais y arriver. Vous avez donc l'environnement et vous avez le médecin. Le médecin, qu'est-ce que c'est? Le médecin, c'est une fabrication universitaire d'un tuyau long d'un premier segment qui est d'environ 6 ans. Et vous mettez votre jeune étudiant là à l'entrée, vous le poussez et il sort ou bien au bout des 6-8 ans, là, en médecine générale, ou alors il y a une petite rallonge pour une spécialité. Mais pendant tout ce temps de fabrication à l'université, la seule chose que le médecin fera, c'est de travailler, d'apprendre et de comprendre toutes les techniques et d'être en colloque singulier toujours avec son patient à l'hôpital dans un univers épuré du reste, blanc, et pour la plupart sans contact avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on lui demande simplement d'être un technicien du geste curatif. Parce que la médecine ne nous apprend pas la prévention, elle nous apprend la pathologie et comment s'en sortir. Donc, quand vous avez un système qui fabrique un médecin de cette façon, évidemment, vous le mettez sur orbite après, puisqu'il était dans un long tuyau, et son but, il est toujours dans la prestation technique du plus de santé, de plus de performance, de plus de vie, et son seul souci est toujours d'apporter le meilleur de la connaissance au moment donné pour son patient. Et même si ma présentation maladroite et stressée vous semble pour l'instant un peu décousue, je veux vous faire comprendre que la fabrication universitaire d'un praticien de santé n'est pas faite dans une démarche collective de ce que je le fais à quel coût, je le fais dans quel but. Ce que je fais quand je suis praticien, c'est une relation unique de colloque direct sur le malade que j'ai en face de moi et pour ce qui est pour moi, sur les lames, la tumeur que j'ai, pour savoir en faire le meilleur pour le patient. Et c'est tout. Donc, quand on a un système fait pour toujours plus de technique, toujours plus de performance, on dote la totalité d'une population de techniques, de systèmes. Mais actuellement, on ne rémunère pas l'acte intellectuel. Donc tous les praticiens qui s'en sortent bien dans la pratique, ce sont des praticiens qui peuvent s'entourer d'actes techniques. Et pourquoi c'est mieux pour eux? C'est mieux pour eux parce que déjà ils travaillent en collectif. Quand vous faites du technique, vous avez besoin d'aide. Vous êtes chirurgien, vous avez besoin du bloc opératoire. Vous êtes radiologue, vous avez besoin de vos manips radio. Dans mon cas, j'ai besoin de techniciens. Donc vous êtes déjà plus habitué à travailler en collectif. Mais pour un praticien qui n'utilise que son cerveau, sa science ou son art, selon que vous faites de la médecine une science, un art ou une religion pour certains, si vous regardez ces praticiens-là, qui sont les généralistes et les psychiatres, ils sont eux simplement toujours dans leur cabinet, avec un patient en face d'eux, et la nécessité, chaque année passant, de se débrouiller au mieux possible avec une tarification qui ne bouge pas parce que en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas fait le choix d'une nouvelle nomenclature qui évolue mieux et qui s'adapte à des modifications de la connaissance et du temps qu'on doit y donner. Et ce décalage donc entre le praticien fabriqué pour de la performance, mais la réalité de ce qu'on lui donne comme moyen pour pouvoir le faire, suscite une
une difficulté phénoménale chez nos confrères parce qu'ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus parce que on ne sait pas qui dirige la santé en Nouvelle-Calédonie, parce que toute l'attention est dirigée vers la pérennité d'un système de services publics qui prend des dimensions à la fois inquiétantes, mais aussi nocives. Nocives, je parle des gens qui y travaillent. Et parce que la taille des structures est telle que le fonctionnement n'est pas efficient, les personnes qui travaillent sont démotivées et ça ne donne pas la satisfaction à la fois de l'usager ou du professionnel qui y travaille, et cela fait fuir le travail vers le libéral. Et donc, on voit de plus en plus ou bien des praticiens initialement nommés à l'hôpital qui ne sont pas heureux dans ce système et déplacent leur exercice en ville, pouvant plus rapidement décider et agir sur leurs conditions de travail, ou bien des patients, comme on le voit récemment avec le déménagement du Medipôle, qui ne peuvent plus, pour ce qui est de mon cas, apporter eux-mêmes leur prélèvement à l'hôpital parce que c'est devenu une tour d'ivoire où il faut entrer badgé, et personne ne peut entrer badgé quand on est un kidam. Et de ce fait, la charge de travail, petit à petit, se déplace d'un système collectif de santé publique à un système libéral à qui on reprochera ensuite de majorer les coûts de santé ou d'être effectivement plus, comment je dirais, coûtant d'année en année. Donc, le fait de voir une dotation globale de plus en plus dodue, avec des reproches faits à la santé libérale d'être pléthorique, sont malhabiles. Donc, je vais prendre un exemple qui est celui que je connais mieux, le mien. Donc, dans mon domaine, nous faisons actuellement 75% de l'activité du territoire à 2 praticiens, et il y en a un à l'hôpital. On a dû aider l'hôpital plusieurs fois, et une fois 5 mois d'affilée, parce qu'il n'y avait plus de praticiens à l'hôpital. Évidemment, c'est difficile de travailler sans le médecin qui fait le diagnostic. Donc, on a assumé avec un contrat de collaboration, et j'ai essayé de, sans avoir rencontré les personnes qui sont exprimées avant moi, de faire une plateforme commune qui relierait les praticiens de mon métier, on était 3, c'est pas difficile, pour faire quelque chose en commun et de ne pas surcharger un médecin tout seul à l'hôpital qui est en situation fragile quand il est seul, bien évidemment, ou une petite unité, nous sommes 2. Donc on a essayé de faire ça et on a eu un contrat de collaboration. Mais le contrat de collaboration stipulait que c'était à nous d'aider l'hôpital, mais nous, si on a des soucis, si on veut être remplacé, on n'a pas l'appareil. Donc dans mon système à moi, actuellement, nous sommes 2 à faire 75% des examens. Et si l'une de nous trébuche, si l'une de nous n'arrive plus à travailler, vous avez un problème de santé publique majeur parce que vous n'aurez plus de diagnostic fait en Nouvelle-Calédonie. Donc, la spécialité que je représente, c'est pas grand monde, mais c'est 1500 praticiens en métropole. Mais je vous parle de ça parce que vous allez pouvoir comprendre que cet effet château de cartes que aussi Xavier a décrit sur les finances, vous pouvez l'avoir en médecine libérale et donc pour le territoire. Un rapport du ministère du Travail de 2012 précisait que le déséquilibre croissant en termes de moyens humains, techniques et financiers entre le secteur public et le secteur privé menacerait, s'il persistait, l'existence même de ce dernier.
une concentration excessive des moyens vers le seul secteur public pourrait, en raison de multiples conséquences, être préjudiciable à l'ensemble de la spécialité et poser un problème de santé publique. Voilà. Et donc, une des préconisations était de ne pas favoriser des systèmes de moins de 4 praticiens effectuant au moins 4000 actes. Voilà. Donc, aucune structure pour nous ne fait 4 praticiens puisque nous ne sommes que 3. Et 4000 actes, moi j'en fais à peu près 11 000 par an, l'hôpital 3000. Voilà, donc on a un problème de mise en moyen des structures et d'évaluation de ce que l'on fait d'un côté ou d'un autre. Et je terminerai donc en disant que le médecin, en tout cas privé, paraît aujourd'hui comme étant moi moche et méchant. Et j'essaye de motiver nos praticiens en leur ayant fait une sorte de compte en disant comment avons-nous fait pour être tellement en dehors de la collectivité et de devenir des murènes terrées au fond de nos trous à défendre simplement notre outil de travail et notre efficience. Et actuellement, ce dont nous avons besoin, c'est nous transformer en fourmis, voilà, pour communiquer, mais surtout pour travailler et trouver des systèmes qui se font ensemble. Et à cet effet, je voudrais aussi dire, par rapport à ce qu'a dit notre dernier intervenant, que les systèmes de collaboration ne se font jamais du haut vers le bas. On a une façon de travailler chez nous qui est toujours de dire d'exposer un problème et de demander aux techniciens, aux secrétaires, aux femmes de ménage de trouver une solution ou des solutions. Et en Nouvelle-Calédonie, je le conclurai comme ça, on a surtout une crise de la décision politique et je pense que malheureusement les solutions viendront de la base, viendront de ce que nous on sera capable de proposer pour changer parce que des décisions qui sont prises d'une façon autoritaire, sans connaissance du terrain, ne font que ce qu'on a fait jusqu'alors, majorer des outils, des machines à gaz pour obtenir des blocages de fonctionnement sur le terrain. J'ai terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir surmonté le stress. Vous avez vu, une fois qu'on a démarré, ça va mieux. Je pense que effectivement votre intervention ne va pas manquer de susciter des questions. Je passe la parole tout de suite à Mathieu Bunel, qui va installer son PowerPoint. Donc là, on va examiner un autre aspect finalement des finances sociales. Hein. On était pour l'instant plus sur la santé. Mathieu va nous parler de l'emploi. Donc et des politiques publiques de l'emploi et leurs effets sur l'emploi et les finances publiques. Mathieu, je te donne la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Je remercie Emmanuel Tirard de m'avoir invité pour présenter un travail qui porte effectivement sur les politiques publiques pour l'emploi. Donc, c'est un travail un peu exploratoire. Donc, vous m'excuserez s'il y a encore des imprécisions et des imperfections dans l'exercice que je vais vous présenter. Mais je suis donc économiste, je me suis pas présenté, donc je suis économiste, je suis présent sur le territoire depuis 1 an et par rapport à la question de la crise des finances publiques et la crise des dépenses sociales, on peut lier cette problématique à la problématique de la crise de l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de dispositifs qui existent, mais si on compare la situation de la Nouvelle-Calédonie avec d'autres territoires, on s'aperçoit qu'il y a quand même un déficit d'évaluation de l'efficacité des dispositifs. Donc, quand j'étais en métropole, j'ai participé à différents groupes de travail visant à évaluer tout un ensemble de dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Et
la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle dispose également de ce type de dispositif, comme vous le savez certainement mieux que moi. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si ces dispositifs fonctionnent, sont efficaces et sont adaptés à la situation de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'objectif de ma présentation est la suivante, c'est déjà d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à la politique de soutien et d'assistance et d'assurance à l'égard des demandeurs d'emploi en Nouvelle-Calédonie et en France, pour essayer de caractériser un peu ces deux modèles, avant de se lancer dans cet exercice imparfait, qui est une première étape dans une réflexion de recherche sur l'évaluation des effets des politiques de baisse de cotisations sociales en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans un premier temps, je vais essayer un peu de mettre en parallèle le dispositif et puis la structure des aides qui existent à l'égard des demandeurs d'emploi en métropole et cette situation en Nouvelle-Calédonie pour justement bien souligner les différences qui peuvent exister entre les deux systèmes et du coup aussi s'interroger sur les outils qui sont les plus adaptés étant donné ce contexte un peu particulier et notamment s'interroger sur le rôle d'une politique qui vise à réduire les cotisations sociales au niveau du SMIC. Alors, si on essaye de faire un tableau un peu synthétique qui vise à caractériser, vous voyez, la situation de la France et la situation de la Nouvelle-Calédonie en termes de soutien aux demandeurs d'emploi. On pourrait reprendre, il y a un des auteurs très célèbres qui travaille sur ces caractérisations des systèmes de protection sociale depuis très longtemps. Je pense notamment à un auteur célèbre comme Espang Andersen ou à Bruno Palier du côté français, ou Barnier également qui a travaillé sur ces questions-là, ou Dominique Méda. Donc il y a tout un ensemble d'auteurs qui essayent de caractériser au niveau des pays industrialisés les différents systèmes de protection sociale. Donc si on reprend un peu leur terminologie, leur typologie, on peut retenir que dans le cas français, on a un système plutôt de type conservateur corporatiste, mais qui est un peu en évolution. Alors pourquoi on peut dire que c'est un système qui est conservateur corporatiste au niveau de l'assurance chômage? C'est essentiellement lié au fait que vous avez un taux de remplacement au niveau métropolitain qui est assez important, c'est-à-dire que l'allocation chômage que vous allez percevoir, elle est proportionnelle au salaire que vous touchiez précédemment, d'accord? Bien que ça soit plafonné, c'est plafonné, je crois, à 6 500 € de mémoire, je ne suis pas complètement sûr de ce chiffre, mais vous avez un système, vous voyez, où les allocations que vous percevez sont proportionnelles à votre ancien salaire. En Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez parfaitement, c'est pas du tout le cas, d'accord? Donc on a un système d'assurance qu'on pourrait qualifier d'assurantiel libéral, dans le sens où vous avez une allocation qui est forfaitaire et qui est relativement modeste puisque ça représente à peu près 75% du SMG, d'accord? Donc si on calcule ce montant, ça représente un minima social. Alors certes élevé, mais c'est un minima social qu'on peut observer par exemple dans les pays scandinaves, d'accord, pour donner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est la première grande différence entre la situation calédonienne et la situation française. Ensuite, si on regarde la durée aussi de ces prestations, vous voyez, ces prestations, enfin ces allocations, pardon, c'est pas des prestations, ces allocations, elles sont octroyées pendant une durée relativement courte en Nouvelle-Calédonie, donc c'est 9 mois, alors que ça peut être nettement plus long en métropole, puisque ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc on a là à ce niveau-là aussi un écart très différent entre les deux systèmes.
Après, si on regarde maintenant du côté des finances, enfin de la gestion financière de ces deux dispositifs, la particularité française, c'est que vous avez une caisse spécifique qui est différente des caisses de la sécurité sociale, qui va gérer le système d'assurance sociale de manière paritaire. Alors que en Nouvelle-Calédonie, vous voyez, c'est une même institution qui va gérer les différents risques sociaux, et y compris le risque de perte d'emploi. D'accord ? Donc là, on a une différence institutionnelle évidente. On a des taux qui sont assez différents, donc forcément, comme en France, on a un système plus généreux, les taux sont nettement plus élevés que les taux observés en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, c'est 6,4% versus 1,83%. Au niveau de l'ampleur des recettes sociales qui sont associées à ces cotisations, vous voyez, si on met en perspective ces recettes par rapport au montant total, on est à 12% contre un peu moins de 4% en Nouvelle-Calédonie. Donc si on fait un ratio pour comparer ces recettes par rapport au nombre de chômeurs indemnisés, vous voyez, on est à 13 900 € dans le cas français, on est à 1 300 € dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Après, au niveau de l'équilibre du système, alors ce qui caractérise la situation française, de par un chômage relativement élevé, même assez fort, c'est qu'on a un déficit structurel du système d'assurance chômage, puisque en 2015, il y avait un déficit de l'ordre de moins 4 milliards d'euros, avec une dette accumulée qui est plus de 20 milliards d'euros, alors que si on s'intéresse, alors je parle sous le contrôle d'éminents spécialistes qui sont dans la salle, sur ces questions-là, sur la CAFAT, on est, d'après les chiffres qu'on peut lire dans les rapports, on est plutôt à l'équilibre. Alors certes, il y a un petit déficit, mais si on le compare à la situation française, on est plutôt dans une situation équilibrée. Alors, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que manifestement, dans cet équilibre, on ne tient pas compte justement des exonérations de cotisations sociales. Donc là-dessus, il faudra que je discute avec les responsables de la CAFAT pour qu'ils m'expliquent un peu ce qu'ils écrivent dans leur rapport, pour que je ne raconte pas des bêtises à ce niveau-là. Et dernier point qu'on peut aussi mettre en évidence, c'est que en termes d'évolution du système, en métropole, surtout à partir du milieu des années 80, on est passé d'un système essentiellement assurantiel et donc peu universel, à un système qui est venu couvrir de plus en plus d'individus privés d'emploi, et notamment avec voyez, un double système, un système d'assurance et d'assistance, et l'assistance ayant été développée donc à partir de 84 avec l'allocation spécifique de solidarité, et avec la mise en place d'abord du RMI puis du RSA. Dernière chose qu'on peut mettre en évidence lorsqu'on compare un peu les deux systèmes, c'est que depuis 2008, il y a eu une volonté au niveau de la France de fusionner différentes institutions. C'est-à-dire que lorsque vous avez comme ça plusieurs institutions qui cohabitent pour gérer la politique de l'emploi, donc essentiellement la caisse qui s'occupe de l'assurance chômage, et d'autre part les agences qui aident les demandeurs d'emploi à essayer de retrouver un emploi. Donc cette séparation était source de dysfonctionnement. C'est pour cette raison qu'à partir de 2008, il y a eu une institution unique qui a été créée, donc Pôle Emploi, et qui va tenir les deux bouts de cette politique pour l'emploi. Alors que la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que on a un empilement institutionnel beaucoup plus important, avec d'une part la CAFAT, et ensuite vous avez des agences pour l'emploi provincialisées, d'accord ? Donc on a un système beaucoup plus éclaté en Nouvelle-Calédonie qu'en France. Et
Les deux dernières choses qu'on peut aussi souligner, c'est au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire que de par le benchmark qui a été réalisé au niveau métropolitain, ce qui caractérisait la France, c'est qu'on accompagnait relativement peu les demandeurs d'emploi. Et on a essayé ces dernières années de changer un peu de stratégie pour renforcer cet accompagnement. Alors ça n'a pas toujours été très efficace puisque ce changement de stratégie a été adopté dans un contexte de forte progression du chômage. Donc c'est un objectif, mais on n'est pas complètement sûr que cet objectif ait été atteint. En Nouvelle-Calédonie, la situation est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que cet accompagnement renforcé, il reste peu développé. Donc là, il y a des marges de progrès, de mon point de vue, qu'on peut espérer dans ce sens. Et la dernière chose, et là c'est mon côté chercheur qui va ressortir, c'est que si on regarde aussi la connaissance statistique et collective du fonctionnement du marché du travail, du fonctionnement des politiques pour l'emploi, on s'aperçoit qu'en Nouvelle-Calédonie, eu égard au nombre de publications institutionnelles qui existent sur les caractéristiques du marché du travail, sur les politiques pour l'emploi, on est plutôt dans une connaissance qui reste partielle, alors que c'est vrai que ces dernières années en métropole, il y a eu un effort pour essayer de diffuser un maximum d'informations, parce que c'est aussi en diffusant des informations qu'on va pouvoir collectivement s'entendre sur un certain nombre d'orientations. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point de ma présentation, c'est la politique d'exonération de cotisations sociales. Alors, quand on s'interroge sur les effets des dispositifs d'exonération de cotisations sociales, il faut avoir en tête plusieurs choses. Je pense que vous les avez en tête, mais je les rappelle. C'est que lorsque sur le marché du travail, il y a davantage d'emplois qui sont créés, ou pour le dire autrement, il y a moins de chômeurs. Ça correspond à un gain direct pour les caisses, puisque il y a moins d'allocations au chômage qui sont versées. Il y a aussi un gain indirect, c'est-à-dire plus vous avez d'emplois, plus vous avez de cotisants. Donc là, ça va au contraire augmenter vos recettes. Et là où ça devient intéressant d'un point de vue économique, c'est que vous avez une interdépendance qui existe entre le financement des dépenses sociales, donc les cotisations qui sont versées, et l'emploi, puisque l'emploi étant sensible à son coût et que les cotisations participent au coût du travail, il y a un lien qui existe entre les deux, entre le financement des dépenses sociales et l'emploi. Et vous avez donc l'effet rétroactif, c'est vous avez un effet entre l'emploi et les recettes sociales. Et dernier effet et interdépendance qu'il faut avoir en tête, c'est que ces cotisations sociales influencent le coût du travail et donc vont influencer indirectement également la compétitivité prix des entreprises. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les effets des exonérations de cotisations sociales qui ont été mises en place en Nouvelle-Calédonie ces dernières années. Donc, on a tout d'abord de grands dispositifs. Vous avez d'une part un système de taux réduits sur certains secteurs. Ah, ça va vite. Et vous avez d'autre part une ristourne sur les bas salaires qui est dégressive jusqu'à 1,3 SMIC. Alors, est-ce que cette baisse de cotisation sociale, elle est adaptée à la structure de chômage en Nouvelle-Calédonie? Alors, vous voyez, si on essaie de représenter la situation en Nouvelle-Calédonie concernant le marché du travail, il y a plusieurs éléments qui ressortent. C'est d'une part qu'il y a une incertitude sur le taux de chômage, puisqu'il n'y a pas d'enquête emploi en Nouvelle-Calédonie, donc on utilise deux informations. Il y a d'une part ce qu'on appelle le taux de chômage administratif, et d'autre part le taux de chômage ressenti qui vient du recensement. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a un taux de chômage qui est quand même plus faible en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, et beaucoup moins affecté par la crise de 2008, puisque la Nouvelle-Calédonie a été relativement épargnée par cette crise.
Maintenant, si on regarde les caractéristiques des demandeurs d'emploi, est-ce que justement cette politique est adaptée justement à la structure et des demandeurs d'emploi? La réponse, ça serait plutôt oui, parce que lorsqu'on regarde les grandes caractéristiques des demandeurs d'emploi, ils sont fortement concentrés sur des individus ayant un faible niveau de qualification et plutôt sur les jeunes. Alors, il faut, vous voyez, regarder deux indicateurs lorsqu'on a comme ça un dispositif. C'est pour ça que je vous ai parlé au départ du système d'assurance chômage en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que lorsque vous avez comme ça un système assurantiel libéral, il faut regarder deux indicateurs. Il faut regarder les demandeurs d'emploi, mais il faut regarder également le taux d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on observe justement au niveau du taux d'emploi en Nouvelle-Calédonie? C'est qu'il est assez faible pour ces populations, donc les jeunes, et également pour les individus qui sont faiblement qualifiés. Donc, vous voyez, la cible des politiques d'exonération de cotisations sociales, ça serait ces individus. Alors, je voulais juste vous montrer comment avait évolué le coût du travail en Nouvelle-Calédonie. Donc, si on regarde l'évolution sur 20 ans, un peu plus de 20 ans, donc de 95 à 2017, vous voyez, on peut comparer la situation de la Nouvelle-Calédonie avec la situation française en regardant le salaire net, le salaire brut, le salaire super brut, au coût du travail, au niveau du SMIC. Et ce qui est frappant, c'est que vous voyez, vous avez une très forte augmentation en 95, il y avait un écart très important entre la Nouvelle-Calédonie et la France au niveau de ce coût du travail. Vous voyez, le coût du travail au niveau du SMIC était inférieur de moins 36% en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole, alors que si on ne prend pas compte des exonérations, on est à peu près le même niveau à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi on observe ça ? Le premier responsable, c'est l'évolution du SMIC. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe en Nouvelle-Calédonie concernant l'évolution du SMG par rapport à l'évolution du SMIC en métropole. C'est que normalement, le SMIC métropolitain devrait augmenter plus vite que le SMG. Pourquoi ? Parce que la règle de revalorisation du salaire minimum en Nouvelle-Calédonie, normalement, c'est uniquement l'indexation sur les prix. Alors que métropole, justement c'est pour ça que ça s'appelle un salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est parce que vous avez une revalorisation automatique du SMIC qui est de 50% de la hausse du salaire moyen ouvrier horaire, règle qui n'est pas du tout incluse dans le système calédonien. Et pourtant, vous voyez, malgré cet écart, on observe que le salaire, le SMG, a beaucoup plus progressé que le SMIC sur la période. Au niveau des politiques d'exonération de cotisations sociales, vous voyez, dans les deux zones, on a essayé de concentrer des exonérations au niveau du SMIC. Donc, on a une évolution relativement comparable. Il y a d'autres choses que je pourrais commenter, mais il me reste plus qu'une minute d'après la présidente de 10 secondes. Mais... Donc, on se retrouve au final, vous voyez, si on prend en compte l'évolution des prix, l'évolution du SMIC, l'évolution des cotisations sociales, l'évolution de la productivité du travail, avec une situation où la Nouvelle-Calédonie décrocherait un peu par rapport à la métropole, puisqu'on aurait, vous voyez, un coût réel unitaire du travail qui baisserait certes de 5%, mais vous voyez, si on regarde la situation en métropole, on est plutôt autour de moins 25%. Donc, il me reste 5 secondes pour vous présenter l'exercice auquel je me suis livré. On pourrait se dire, est-ce que ces politiques d'exonération de cotisations sociales sont efficaces pour créer des emplois ou maintenir des emplois ? Alors, si on regarde les travaux qui existent en Nouvelle-Calédonie, moi, à titre personnel, j'en ai pas trouvé. Alors, j'espère qu'il en existe des cachés, si on peut dire. Mais s'il n'en existe pas, c'est quand même problématique, puisque ça représente quand même des montants assez importants. Et ça serait bien que collectivement, on sache quels sont les effets
de ces exonérations de cotisations sociales sur l'emploi. Alors, ce qu'on peut faire à titre en tant que chercheur, c'est qu'on peut faire une évaluation ex ante. C'est-à-dire quand on évalue, on peut faire une évaluation ex ante ou on peut faire une évaluation ex post. Alors, cette évaluation ex ante, vous voyez, celle que je vais vous présenter dans quelques secondes, ça va être ce tableau-là, elle va être partielle. Pourquoi elle est partielle? Parce que les informations dont on dispose ne permettent pas de faire une évaluation globale parce que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, avoir une information sur la distribution des salaires, c'est une information qui est impossible à obtenir. A fortiori, avoir une information sur la distribution des salaires par sous-secteur d'activité, c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Donc, les effets indirects sont beaucoup plus difficiles à estimer. Mais voyez, si dans l'exercice auquel je me suis livré, on essaie de voir quels sont les effets attendus d'une baisse de l'ordre de 60%. Alors au niveau du SMIC jusqu'à dégressif jusqu'à un 3 SMIC, donc je me suis basé sur une baisse de 40% des cotisations sociales, sur une cible de salariés à peu près 20% qui peuvent être touchés par cette réforme, mais c'est des approximations, hein, j'en ai conscience. Quels sont les effets sur l'emploi ? Eh bien, vous voyez, avec une petite maquette, on observe que l'effet sur l'emploi de telle politique, en termes de sauvegarde ou de création d'emplois, on est sur un intervalle qui est compris entre 950 et 1500 emplois. D'accord ? Mais là, ça nécessite de faire des hypothèses sur ce qu'on appelle l'élasticité de l'emploi à son coût. Et vous voyez, là, je me suis appuyé sur des indicateurs moyens qui sont compris entre moins 0,8 et moins 1,2, donc il y a plutôt un consensus parmi les macroéconomistes pour dire que cette élasticité au niveau du SMIC, elle se trouve dans cet intervalle. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie à ce stade ? Vous voyez que si on raisonne en termes de coût par emploi créé par rapport au dispositif de défiscalisation dont nous a parlé Monsieur Gorouna hier, on est quand même dans un coût net par emploi, par an et par emploi, qui est beaucoup plus raisonnable, puisque vous voyez, on est sur une fourchette qui est comprise entre 7 000 € et 16 000 € par an et par emploi créé. D'accord, donc on est sur quelque chose de plus raisonnable, même si la fourchette, enfin la borne haute de ma fourchette peut paraître déjà assez élevée. Et ensuite, vous voyez, lorsqu'on fait ce type d'exercice exploratoire, on peut imaginer d'autres types de réformes. Donc à titre d'exemple, vous voyez le scénario 2 et le scénario 3, c'est qu'on va associer à cette politique de baisse des cotisations sociales employeurs une hausse des cotisations sociales salariés. D'accord ? Donc on se dit que pour arriver à un autofinancement de la réforme, c'est que on associe cette baisse à une hausse des cotisations sociales salariées. Parce que ce qui caractérise aussi la Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole, c'est que les cotisations sociales salariées sont très faibles. Je sais que j'ai fini. Alors juste, je finirai sur ce transparent. Après, tout le monde pourra aller manger. C'est les emplois, sur les effets des emplois indirects, parce que lorsqu'on veut évaluer même ex ante un dispositif, il y a un impact direct des dispositifs, mais il y a également un impact indirect de ces dispositifs. Et là, ça nécessite effectivement d'obtenir des informations sur encore une fois, sur la distribution des salaires, qui permet justement d'appréhender les effets sur chacun des secteurs, et donc après, par effet de bouclage macroéconomique, d'en déduire les effets sur les autres secteurs et les emplois indirects qui pourraient être créés. Donc j'en termine, sachant que j'ai déjà dépassé largement mon... Largement, il est temps que ma présidence se termine parce que je n'ai plus aucun contrôle sur les intervenants. On va enchaîner. Alors, je pense qu'effectivement là sur un certain nombre d'interventions ce matin, quand même, on peut peut-être aussi déjà tirer un élément, notamment sur l'évaluation, le problème du déficit d'évaluation des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Alors, dans les secteurs qu'on a évoqués ce matin, mais dans bien d'autres secteurs, puisque effectivement l'évaluation des politiques publiques est plutôt balbutiante, on va dire, en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci Mathieu pour cette intervention. Je vous propose qu'on prenne quelques questions.
J'ai des instructions sur une dizaine de minutes maximum pour qu'on puisse faire le break avant la reprise de cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions? Où tout le monde est tellement affamé. Ah, voilà. Merci, s'il vous plaît. Éventuellement, quand vous posez une question, vous présentez d'abord comme ça sur l'enregistrement. Bonjour à tous, Philippe Bedon de l'équipe d'Ocamo. Donc, j'ai beaucoup aimé la présentation de Madame Damien tout à l'heure, la présidente du SML, qui nous a montré sur une petite diapositive quel était le système qui fabriquait des médecins. Vous vous souvenez, la petite tuyère, voilà. Moi, je me pose la question de notre système qui fabrique des malades, c'est-à-dire la question des déterminants de santé en Nouvelle-Calédonie, notamment de la proportion extrêmement importante de patients qui sont en surcharge pondérale. Et les conséquences de tout ça, c'est effectivement une augmentation des longues maladies, de certaines longues maladies, d'un poids extrêmement important également, et donc d'un coût qui est difficilement maîtrisable. Donc je ne sais pas si Madame Damien peut aussi nous donner son sentiment par rapport à ça. Madame Damien, vous pouvez peut-être venir nous rejoindre pour répondre aux questions. J'aurais une réponse, oui, parce que la santé, ça n'est pas du soin. La santé, c'est du social. La santé, c'est du lien. La santé, c'est... Voilà. Et à cet effet, je prends l'explication de l'obésité. Donc l'obésité, toutes les recherches actuellement scientifiques démontreraient que le fait d'avoir un cerveau qui fonctionne, c'est-à-dire que quand on mange, on n'a plus faim au bout d'un certain temps, est conditionné par 3 éléments. Le premier, c'est que vous mangez en atmosphère calme et que vous mâchez pendant, premièrement, au moins 20 minutes. Le deuxième, c'est la qualité de ce que vous mangez. J'y arrive, hein. C'est-à-dire que ce soit joli, les textures, que les aliments soient agréables. Parce que ça vous procure de l'hédonisme, du plaisir. Et le troisième, c'est le sentiment de sécurité alimentaire. Le sentiment de sécurité alimentaire, c'est le fait que vous soyez serein par rapport à votre avenir, que votre porte-monnaie soit suffisamment plein pour vous acheter encore à manger, que vous ayez fait les courses, que votre frigo soit plein. Et cette troisième condition, le fait d'être en sécurité alimentaire, pour que le cerveau ne se mette pas en alarme de je suis en crise, il faut que je stocke. Et ce que je n'ai pas su dire tout à l'heure, mais je le dirai plus tard, ou vous le comprendrez peut-être, c'est que la Calédonie, avec son système, je dirais, parcellaire, multiplié dans ses éléments décisionnels, fabrique un stress social collectif, parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, et que tout le monde est en alerte générale. Et donc, si l'obésité est si importante ici, c'est important de comprendre que c'est possiblement parce que la sécurité alimentaire psychologique est difficile à remplir à plusieurs égards. Voilà. Donc, c'est mon interprétation de la chose. Et le fait de connaître ce fonctionnement du cerveau, qui n'est pas une connaissance très ancienne, fait voir autrement ce fait que les gens pensent que les gens obèses sont des pauvres imbéciles qui ne sauraient pas gérer les entrées et les sorties, et sinon des pauvres miséreux qui ne peuvent pas s'acheter des bons légumes. Mais il y a un autre élément, celui-là, et ça voudrait dire que les plus fragiles, et c'est tout à fait vrai de toute façon, sont toujours les plus malades, et même par rapport à l'obésité. Donc voilà, c'est mon interprétation de la chose. Merci. Restez avec nous, il y aura peut-être d'autres questions. Merci, Sébastien Cotte, Université de Poitiers. Je suis un peu étonné en fait de l'opposition entre les deux interventions des économistes. On a d'un côté Samuel qui nous a très bien expliqué que
Dans le fond, les incitations fiscales, c'était difficile à mettre en œuvre. Et moi, je me souviens très bien, au moment de l'introduction de la TVA à taux réduit, d'un certain nombre de macroéconomistes qui nous avaient prédit une augmentation de l'emploi, qui nous avaient expliqué que tout ça, ça servirait à quelque chose. Et puis, aujourd'hui, vous venez nous faire la démonstration exactement inverse, à savoir que si vous êtes capable de nous expliquer que la baisse des cotisations sociales, ça va créer de l'emploi. Bon, donc je m'interroge sur ce point. Et puis, une deuxième interrogation, c'est quand même, moi j'ai l'impression que la Nouvelle-Calédonie fait face à un très fort effet de seuil. Vous réclamez une évaluation des politiques de santé, une évaluation. Comment est-ce qu'on fait avec c'est la ville de Rennes, la Nouvelle-Calédonie, 250 000 habitants, sur une surface 300 fois supérieure, avec une dissémination de la population qui est effrayante vue de l'extérieur. Enfin, comment est-ce qu'on met en place, moi j'ai l'impression qu'il y a un problème structurel, c'est compliqué d'envisager d'évaluer des politiques publiques, de créer des indicateurs, il y aura un problème de personnel à former, de disponibilité des acteurs, c'est très compliqué. Moi j'ai l'impression que vous faites face vraiment, c'est la quadrature du cercle. Voilà, donc peut-être 2 questions aux 2 intervenants. Vous voulez répondre sur la partie santé? Ah non, moi j'ai pas de connaissances pour vous répondre là. Donc, plusieurs choses. Sur les effets attendus d'une baisse d'exonération sociale, il y a 2 choses dans votre question. Il y a d'une part, faut pas mélanger les baisses d'exonération de cotisation sociale avec une baisse de la TVA, puisque c'est deux instruments un peu différents, même si effectivement l'économie fermée, ça nous donne théoriquement les mêmes résultats, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais indépendamment des résultats qu'on peut, de sa position sur les effets d'un tel dispositif, il faut l'évaluer, c'est-à-dire que il y a des outils qui existent à l'heure actuelle pour voir, ou en tout cas avoir des éléments qui permettent de mettre en évidence. Il y a eu des créations d'emplois, il n'y a pas eu de création d'emplois. C'est-à-dire qu'en métropole, il y a plein de dispositifs qui ont été mis en place. Par exemple, moi j'ai participé au dispositif qui vise à aider le secteur de l'hôtellerie-restauration. L'effet sur l'emploi, il est pratiquement nul. Par contre, si vous regardez ce qui se passe lorsque vous réduisez les cotisations sociales au niveau à un niveau proche du SMIC, là, ça semble fonctionner. Le CICE, non, ça marche pas parce que vous avez une cible beaucoup plus large. Donc là, il y a tout un ensemble de travaux qui existent et qui mettent en évidence justement que certains dispositifs fonctionnent, d'autres dispositifs fonctionnent moins bien, voire pas du tout. Mais ça, on peut discuter comme ça de manière infinie sur quelle est ma position théorique sur la question, mais une fois qu'on a mis en place ces politiques, on a aussi un devoir de les évaluer pour voir si effectivement ça a été efficace ou pas, et arrêter de faire perdurer ces politiques si elles ne sont pas efficaces. Après, sur votre deuxième remarque, je pense que ça, c'est une erreur, mais ça n'engage que moi, que j'entends très souvent sur la Nouvelle-Calédonie. C'est que la Nouvelle-Calédonie, c'est un petit territoire, c'est insulaire, c'est au milieu du Pacifique, donc on peut rien faire, c'est une exception, etc. Non, en termes d'évaluation de politique publique, à l'heure actuelle, on descend à un niveau régional sans aucune difficulté, c'est-à-dire que les évaluations en métropole se situent plus à un niveau simplement national, mais on descend à un niveau départemental. Au niveau même, il y en a qui vont même jusqu'au niveau iris, donc on peut descendre même au niveau quartier sur les effets d'une politique publique. Donc, l'échelle ne justifie pas du tout le fait d'évaluer ou de ne pas évaluer. Ouais. Ouais. Là, pour le coup, il y a des ressources en Nouvelle-Calédonie qui peuvent être mobilisées pour participer et réaliser ce type d'évaluation. Il y a plein d'instituts statistiques qui existent. Il y a l'IDCNC, à la CAFAT, il y a du monde, à l'ISE, il y a du monde, à l'université, il y a du monde. Il n'y a pas une absence de ressources. Il y a quand même des ressources qui existent. Mais moi, ma conviction, c'est pas une absence d'expertise, c'est un manque de transparence. Là-dessus, c'est une tradition calédonienne qui perdure, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas de mettre sur la table les politiques, de se livrer à l'exercice de l'évaluation, c'est-à-dire de mettre à la disposition de chacun les outils qui permettent d'évaluer tel ou tel dispositif. Alors c'est en train un peu de changer, mais il y a encore un peu de chemin à faire. Si je peux bien compléter sur
question de l'échelle. C'est ce à quoi effectivement, hein, nécessairement, en Nouvelle-Calédonie, on est confronté, quels que soient effectivement les domaines dans lesquels on exerce. Et je serais peut-être un peu moins optimiste que toi, Mathieu, sur le fait que, par exemple, moi je prends souvent l'exemple avec les étudiants de master en leur disant aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie on exerce les compétences finalement, à part quelques-unes, une bonne partie des compétences d'un État, avec des services administratifs qui sont pas du tout finalement de la taille de ce que nécessiteraient les compétences à exercer. Donc nécessairement, du fait effectivement de cette échelle-là, il y a tout un tas de choses qui peuvent pas être faites, on va dire, finalement aussi bien qu'elles devraient l'être, parce que la nécessaire économie d'échelle fait que, en fait, effectivement, on est dans une quadrature du cercle. Les compétences qui sont exercées sont tellement importantes par rapport à la main-d'œuvre, on va dire, entre guillemets, qu'il y a pour l'exercer, que c'est extrêmement compliqué, et je pense que ça se retrouve dans tous les secteurs.